Donc, cette semaine, le président des États-Unis a publié dans un communiqué une alerte rappelant aux entreprises qu'elles devaient se protéger d'éventuelles attaques informatiques menées par la Russie en réponse aux sanctions internationales. Mais alors comment ces entreprises mondiales, justement, qui sont gardiennes de données personnelles ou voire même publiques, parfois très sensibles, peuvent-elles affronter ces risques inhérents à la guerre en Ukraine, au conflit Russie-Ukraine? On en parle avec Romain Perret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez McDermott Will & Emery, un cabinet international qui intervient dans les principaux domaines du droit des affaires. Vous avez vous-même développé une expertise spécifique en matière de protection des données et de cybersécurité. De votre point de vue, quels sont déjà ces principaux risques qui pèsent aujourd'hui sur les données qui sont hébergées en Russie ou qui transitent par le pays ? Alors, il y a deux types de risques concernant la situation et la crise ukrainienne. Le premier, c'est un risque RGPD, puisque pour les sociétés européennes qui ont des filiales en Russie, il y a évidemment des échanges et une inquiétude concernant une potentielle surveillance accrue en réalité par les autorités russes, ce qui poserait une difficulté. Petite parenthèse, excusez-moi, est-ce que vous évoquez le RGPD, donc le règlement européen sur la protection des données personnelles. Est-ce qu'il est équivalent, ce règlement, à ce qui se passe en Russie? Est-ce qu'il y a une protection équivalente des données? Alors, il y a une protection qui existe effectivement au titre de la loi russe sur la protection des données. Elle est en revanche gérée par le ministère russe de la communication, ce qui évidemment fait que le prisme de lecture de la réglementation est légèrement différent et donne une part potentiellement plus importante à la surveillance par les autorités gouvernementales. D'où en soi, déjà, du fait même de la structuration de la réglementation, ce risque sur des potentiels transferts de données personnelles depuis l'Union européenne vers la Russie. Donc ça, c'est un premier risque. Alors, ce risque, il est existant. Il va néanmoins potentiellement se diminuer au fur et à mesure du temps. Enfin, en tout cas... Pourquoi ? Du fait, en réalité, d'un accroissement des départs d'un certain nombre de sociétés européennes, bon, et également américaines, mais surtout européennes, puisque ce sont elles qui sont soumises au RGPD. Donc ça, ce risque-là, il est moins immédiat que l'autre risque que je vais évoquer, qui est celui de la cyberattaque. Puisque plus il y a d'échanges, en réalité, plus les systèmes sont interconnectés entre l'Europe et la Russie, plus il y a de vulnérabilités potentielles sur les systèmes, et donc plus de risques de cyberattaque. Est-ce qu'une entreprise qui a un pied en Russie, un bureau, une filiale, des prestataires, est plus soumise à des risques de cyberattaque qu'une entreprise qui n'en a pas? Alors, dans l'absolu, pas nécessairement. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de cyberactivistes et de groupes de cyberattaquants qui ont indiqué, à l'instar du groupe Conti, qui est relativement connu dans le milieu, eh bien qu'ils allaient supporter le gouvernement russe. Donc, on pourrait tout à fait envisager qu'il y ait des stratégies qui visent certaines entreprises plutôt que d'autres. De ce point de vue-là, ils participent en réalité à un mouvement et à une politique potentiellement... Et le fait d'avoir un pied sur le sol russe, ça rend plus vulnérable ? Potentiellement, oui, puisque en réalité, il y a aussi une stratégie du point de vue des investissements qui sont effectués, et surtout des messages qui sont diffusés par un certain nombre de sociétés qui décident de rester, mais qui limitent leur investissement, ou un certain nombre de sociétés qui décident de partir, mais en réalité, elles ne se décident pas toutes de partir. Beaucoup d'entre elles suspendent simplement leurs activités. Donc il y a... Et puis on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Absolument. Y compris en termes de données, c'est-à-dire qu'on peut, on peut penser qu'il s'agit d'une simple migration, qu'on déplace des données extrêmement facilement, comme nous, on déplace d'un fichier à un autre. C'est évidemment beaucoup plus compliqué lorsque on a des masses de données, parfois à très grande échelle, compte tenu des relations avec les clients. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez leur recommander justement à ces entreprises qui aujourd'hui sont sous le coup d'une menace importante? La première chose, c'est bien évidemment de procéder à une cartographie des risques. Généralement, celle-ci a été faite lors de la mise en conformité au RGPD, puis dans le prolongement de la décision Schrems 2, où il a fallu identifier les transferts, les types de transferts, leurs finalités. Donc, en principe, les entreprises qui ont des filiales en Russie ont déjà
effectuer ce premier niveau de cartographie. Mais ça, c'est un niveau de cartographie qui s'effectue au niveau des flux et pas nécessairement toujours, ou en tout cas avec un degré de granularité très poussé, sur les mesures de sécurité qui sont mises en place. Bien évidemment, ces entreprises connaissent les mesures de sécurité qui sont mises en place. En revanche, parfois, ça mérite de devoir approfondir en fait quelle vulnérabilité pourrait s'effectuer pour identifier sa surface d'exposition au risque et derrière ça, tout simplement décider de voir ce qui est critique, ce qui ne l'est pas, pour peut-être réduire encore au maximum les échanges. Mais alors, réduire au maximum, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait même couper toute communication entre une maison mère et une filiale en Russie? Alors, on peut en arriver là pour se protéger? Bien évidemment, au niveau des messageries électroniques, ça sera sans doute difficile puisque la communication aura besoin d'être pérenne. En revanche, c'est sur l'interconnexion d'un certain nombre d'outils, d'applicatifs, de systèmes qui pourraient être utiles de ségréguer, en fait, d'isoler tout simplement pour avoir des systèmes qui fonctionnent en autonomie de part et d'autre, que ce soit sur des données personnelles, mais également sur des données sensibles qui ne sont pas personnelles, sur des données financières, sur des données stratégiques, sur des données qui peuvent être rattachées aussi à des technologies, des codes sources et autres. Et ça, sont les équipes sur place aujourd'hui qui peuvent agir ou ça doit se faire à distance? Alors, ça peut se faire effectivement des deux manières. De toute façon, ça sera surtout depuis les centres de décision européens, en lien avec les équipes sur place, puisqu'il faudra évidemment mettre en œuvre, implémenter en réalité les décisions qui seront prises. Et sur un certain nombre de systèmes, il sera utile qu'il y ait des équipes qui peuvent plus directement agir sur site en fonction des systèmes qui sont utilisés. Alors on a vu aussi l'exemple par exemple de Smile, hein, qui est un spécialiste de l'hébergement et des logiciels libres, qui a décidé de finalement replier ses équipes ukrainiennes en Pologne. Ça, ce sont des choses aussi que vous pouvez recommander, c'est-à-dire se déplacer pas trop loin, finalement, c'est peut-être plus simple de transférer son système d'information de l'autre côté d'une frontière? Tout à fait. Alors, dans le cas de l'Ukraine, c'est évidemment très différent de celui de la Russie, puisqu'il y a une nécessité, je dirais, immédiate de déplacement et de protection des équipes, ce qui entraîne de toute façon qu'il n'y a pas d'autre option. Sur la situation russe, ce sont des options qui peuvent être effectivement choisies par les sociétés de faire sortir une partie de leur équipe du territoire russe. Ils ont néanmoins tout de même besoin, dans un certain nombre de cas, d'avoir toujours des personnes sur place. Donc on ne peut pas nécessairement faire partir une équipe intégralement, y compris du point de vue informatique, même si beaucoup de choses peuvent être faites à distance, il y a parfois la nécessité d'avoir des relais locaux. Et au niveau des transactions, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des transactions possibles, je veux dire financières, hein, entre les maisons mères et les filiales qui sont en Russie? Alors, elles ne sont en principe pas gérées par les organisations elles-mêmes, elles passent par l'intermédiaire des banques qui, elles, sont soumises effectivement à des nouvelles règles et avec un certain nombre de sanctions qui viennent en fonction des banques qui sont utilisées par les filiales russes de ces sociétés européennes. C'est aussi une question en ce moment puisqu'il peut y avoir une difficulté à trouver des relais locaux pour pouvoir justement effectuer ces transactions qui sont rendues ou même pour plus payer complexes. Un prestataire qui sont rendus plus complexes, mais qui ne sont pas nécessairement SOPés. Il faut juste voir que le fait d'avoir été retiré du système SWIFT ralentit concrètement la transaction, elle ne l'interdit pas. Merci beaucoup Romain Perret pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes avocat associé en protection des données et cybersécurité chez McDermott, Will & Emery. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent avoir besoin de vos conseils. C'est l'heure de notre débrief. On enchaîne avec le reste de l'actualité tech.